Alors, bonjour, bonjour à tout le monde. Pardon. Alors, je procède à la connexion. Je vois que Dana est déjà là. Alors, Dana. Bonjour Dana, je te passe en panéliste. Voilà, et normalement, tu dois pouvoir... Voilà, super. On doit pouvoir t'entendre. Et... Ah, par contre, on va... Ah, est-ce qu'on peut enlever le... Ah, il faut que j'enlève le... Coucou Céline. Bonjour. On va essayer d'enlever le filtre derrière, mais je ne sais plus comment on fait. Alors là, derrière vous, c'est tout flou. Je ne sais pas ce que c'est. Oui. Parce que ça, c'est quand je fais les visios chez moi, mais du coup, on ne voit pas Dana qui est à côté de moi. Alors, il faut que je le fasse. Ah oui, oui, on ne voit pas Dana, en effet. Comment on fait déjà? Ah, on aperçoit Dana. Voilà. C'est pas grave, hein, si. Alors, c'est marrant, Dana, tu apparais et tu disparais en fonction de là où tu te mets, en fait. Là, on te voit très bien. Et Je sais pas pourquoi. Parce que ah ouais, c'est étrange. alors, si je me déconnecte et je le fais avant, je crois qu'il faut. Je vais me déconnecter et je me reconnecte. Je Ça marche, ça marche. crois qu'il faut le faire avant. Donc, bienvenue aux collègues qui se connectent petit à petit. Merci à vous d'être là. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire déjà si au niveau du son et de l'image, si on est bien? Céline, bonjour à tous, tout est OK pour moi. Merci, merci beaucoup Céline. Vous êtes d'où Céline? Votre nom ne me dit rien. Son et image OK pour Marion, super. Marjorie, merci beaucoup. Céline à Montsartou, OK, merci Céline. Bonjour Cyril, bonjour Virginie. Je vois qu'il y a Christine aussi qui est connectée. Bonjour Christine. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, où sont mes invités? Cyril à Biote. Ok, ok, super. Ah, voilà les invités. Alors, du coup, alors vous êtes où? Alors, attendez, je ne vous vois plus apparaître pour vous. Nous, on se voit bien. Ah, ça y est, super, j'entends, c'est bon. Donc, vous êtes bien en panéliste et on essaye le partage d'écran Oui. pour le diapo. Partager l'écran. Alors,
Juste en fait, je vais l'ouvrir avant. Oui, Il est là. 21, deux diapos. Hop, hop. Partager. génial. Magnifique, ça marche. Bon, super. Magnifique. Alors, moi, je vais juste remettre ma fenêtre de chat pour voilà, ne pas louper. Alors, est-ce que les collègues connectés, du coup, vous avez le diapo, vous avez la petite vignette avec moi quand je parle ou Céline et Dana quand elles parlent, et pas de parasite avec notamment ma petite fenêtre de chat sur le diapo. Est-ce que tout est OK? OK. OK, Céline, Lolita, Marjorie, super. On a l'air bon, hein? Valérie, merci. Génial. On a l'air tout parfait. Alors, si Céline et Dana, c'est bon pour vous, on va démarrer. Il est 10 heures, on est super. 10h02, parfait. Est-ce que c'est bon pour vous, Céline et Dana? Je lance l'introduction. Impeccable. Génial, génial. OK, merci Marie. Donc voilà, hein, j'ai un œil sur le chat. Donc on a déjà beaucoup de collègues qui sont connectés, qui nous ont rejoints. Donc vraiment, merci, merci pour votre participation. Donc, je vous rappelle que ces plages pratiques ils sont proposés par le pôle ressources handicap 06, lui-même porté par l'association Happy End, association qui est basée à Cagnes-sur-Mer et qui accompagne des jeunes en situation de handicap, aussi bien individuellement toutes les semaines par l'éducatrice que collectivement sur des temps de loisirs pendant, généralement, c'est la moitié des vacances scolaires sur toute l'année. On a également un pôle répit pour les parents, pour les familles, avec des ateliers de toutes sortes, avec une psychologue aussi à disposition. Et puis, le troisième pôle de Happy End, c'est donc le pôle ressources handicap qui propose de la formation, du soutien, de l'accompagnement aux équipes dans les structures ordinaires qui accueillent les enfants au quotidien. À préciser que le pôle ressources handicap, il est financé par la CAF et la SDJES, ce qui permet de proposer des temps de sensibilisation gratuits aux agents des collectivités territoriales et aux structures. Voilà, donc je vous rappelle les collègues que sur ce deuxième semestre, on est sur une thématique fil rouge de nos flashs pratiques autour de la sensorialité, donc avec une introduction qu'on a pu faire au mois de septembre. Et ensuite, la rencontre avec des professionnels. Donc, on avait eu l'UEMA de Menton au mois d'octobre. Et aujourd'hui, on a l'unité mobile polyhandicap avec Céline Fontaine et Dana Massad. Voilà, je suis vraiment très, très, très contente de pouvoir mettre à l'honneur votre travail, Céline et Dana. Et du coup, par la même occasion, mettre à l'honneur aussi les enfants en situation de polyhandicap. Et bien sûr, on aura une petite partie sur la sensorialité, l'approche sensorielle que vous utilisez dans vos accompagnements. Donc, comme d'habitude, les invités nous présentent leurs propos et puis le chat permet, hein, les collègues, vous n'avez pas les micros ouverts, mais on peut tout à fait prendre en compte vos questions, vos remarques, etc. Donc, je signalerai à Céline et Dana au fur et à mesure. Voilà pour la petite introduction. Céline et Dana, je vous laisse la parole.
Donc, bonjour, je suis Céline Fontaine, donc je suis chef de service sur l'unité mobile polyhandicap et je travaille auprès de ce public-là depuis 20 ans maintenant, et avant ça j'étais donc professeure en activité physique adaptée auprès de ce public-là. Voilà. Bonjour, je suis Dana Massad, je suis coordinatrice sur l'unité mobile polyhandicap depuis 2020, ergothérapeute de formation. J'ai travaillé auprès de l'établissement Henri Germain qui accueille des enfants et adolescents polyhandicapés depuis 2015. Voilà. Et tu es ergothérapeute? Oui, je suis de formation. ergothérapeute de formation, mais du coup coordinatrice sur l'unité mobile polyhandicap. Pour passer Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous proposer ce matin, donc une présentation d'unité mobile. Parler plus spécifiquement de ce qui nous anime au quotidien, c'est-à-dire les personnes en situation de polyhandicap, quelles sont les spécificités de l'accompagnement. Et ensuite, on parlera de nos missions, nos interventions et de nos partenaires. Et à travers ça, bien sûr, on parlera de ce fil rouge qui est la sensorialité, qui est un on va dire des vecteurs pour entrer en relation, notamment avec ce public spécifique. Donc, qui sommes-nous? Donc, c'est un projet qui a vu le jour en 2019 entre la Fondation Lamval et la DAPI 06, qui ont tous les deux en fait des établissements qui accompagnent des personnes en situation de polyhandicap, soit en secteur adulte pour la DAPI et en secteur enfant pour la Fondation Lamval. Et donc, du coup, l'union de ces deux services permet aussi d'avoir des plateaux techniques, notamment pour l'évaluation, auprès de ces publics-là, de manière, on va dire, facilitée, et permettre ainsi d'avoir des évaluations plus pertinentes. Donc, l'objectif premier, c'est de permettre ces dynamiques inclusives dans la cité des personnes en situation de polyhandicap et d'ouvrir pour permettre une connaissance de ces publics et leurs spécificités et leurs compétences et de mettre en avant toutes les compétences qu'ils peuvent avoir malgré la lourdeur du handicap. Donc, c'est un service qui est rattaché à l'EAP Henri Germain, donc qui est un établissement qui accueille des enfants et adolescents polyhandicapés. Et donc, l'équipe est composée, donc on est tous à temps partiel, donc c'est une petite équipe. Donc, moi, en tant que chef de service, on a 2 coordinatrices, donc dont Dana Massad, une assistante de service social, une éducatrice spécialisée et une secrétaire médico-sociale. Voilà un petit peu pour vous faire une présentation du service. Alors du coup, on voulait vous reprendre un petit peu la définition du polyhandicap. Le polyhandicap, c'est une situation de vie d'une personne et cette personne, elle est atteinte d'une lésion cérébrale massive, une ou plusieurs lésions cérébrales qui vont survenir au cours de soit pendant la grossesse, soit au moment de l'accouchement ou dans les premières années de vie. On va revenir plus tard sur les causes exactement. Et c'est ce dysfonctionnement cérébral qui va entraîner des perturbations qui vont être majeures, qui vont être multiples, qui vont toucher plusieurs sphères, en fait, motrices, cognitives, perceptives et relationnelles. Et elles peuvent être évolutives, en fait, dans le temps, dans le sens où il peut y avoir des dégradations liées à la croissance, en fait, ou liées à la maladie en elle-même. Et des personnes qui peuvent présenter des traits autistiques, donc qui ne relèvent pas de l'autisme à proprement parler, mais qui vont avoir des expressions qui correspondent un peu à de l'autisme, avec un repli sur soi, des stéréotypies, donc qui sont des mouvements qui sont répétés sans intérêt fonctionnel, etc. Et donc des personnes qui sont en extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale du fait de cette grande dépendance, de cette extrême dépendance.
Et donc, le polyhandicap, c'est à distinguer du plurihandicap ou du multi-handicap, qui est à peu près équivalent du plurihandicap. En fait, le plurihandicap, c'est une association de plusieurs handicaps. On va avoir une personne qui va peut-être avoir une maladie qui entraîne une paraplégie. Et puis, donc, ça veut dire une impossibilité de se servir de ses membres inférieurs, de ses jambes, etc. Mais qui va avoir peut-être un trouble sensoriel, une perte auditive ou des choses comme ça. Donc là, on est dans du plurihandicap. Ou une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui va avoir des problèmes cardiaques, par exemple. Là, c'est du plurihandicap. Dans le cas du polyhandicap, c'est vraiment un dysfonctionnement cérébral qui va avoir un impact multiple. Et en général, ça se passe vraiment au tout début de la vie. Et donc, c'est pas du tout la même, le même dysfonctionnement. Et du coup, l'accompagnement, il est encore plus spécifique pour ces personnes-là. Donc, voilà, c'est le propre d'Unité Mobile. On s'adresse à ces personnes-là au départ. Donc, quelles sont les causes du polyhandicap pour revenir là-dessus? Donc, actuellement, sur les derniers chiffres, c'est à peu près 900 enfants en France qui sont diagnostiqués par an. C'est 30% de causes qui sont inconnues. Voilà, on n'a pas forcément de connaissance de cette cause-là. Ensuite, on a quand même, au niveau des causes qui sont connues, donc comme on disait, il y a 50% de ces causes qui sont anténatales, donc avant la naissance, soit, on va dire, des maladies qui peuvent être génétiques, des lésions chromosomiques, des problématiques métaboliques, des malformations cérébrales, vasculaires, des infections, rubéole, VIH, toxoplasmose, voilà, que vous connaissez sans doute, des intoxications, médicaments, drogues, alcool, et qui du coup amènent en fait un polyhandicap à la naissance. Ensuite, on a 15% qui sont périnatales, c'est-à-dire une grande prématurité, donc des enfants qui sont nés vraiment trop tôt, encéphalite, méningite, voilà, qui viennent du coup perturber le développement de la personne. 5% c'est postnatal, donc trauma crânien, tout ce qui est par exemple bébé secoué, voilà, arrêt cardiaque après la naissance, noyade, méningite aussi, hémorragie, enfin autre. On a eu aussi, c'est arrivé un accident de la route aussi, une jeune fille. Donc voilà, c'est des choses qui sont plutôt traumatiques. Ou des maladies qui peuvent être, on va dire, qui étaient sans doute présentes avant la naissance et qui, du coup, l'enfant naît normalement, il n'y a pas de problématique et en fait, on découvre après une maladie rare ou autre. C'est pour ça aussi que l'unité mobile, elle s'adresse principalement aux personnes qui sont polyhandicapées, mais on a aussi on va dire, des personnes qui ont des pathologies qui sont rares, qui peuvent rentrer et s'apparenter vraiment au polyhandicap, des problématiques génétiques ou alors des handicaps complexes qui pourraient s'apparenter plutôt à plurihandicap et qui peuvent avoir le même accompagnement qu'une personne en situation de polyhandicap. Et à ce moment-là, on pourra quand même les orienter vers notre service pour permettre de désamorcer les choses, de pouvoir conseiller, de pouvoir accompagner des fois sur certaines dynamiques. Donc, pour résumer un petit peu le polyhandicap, on est vraiment à la croisée en fait entre le moteur et le sensoriel, le déficit intellectuel, le déficit relationnel. Le polyhandicap se retrouve à la croisée en fait de l'ensemble de ces difficultés-là. Et on va pouvoir voir après, par la suite, que de ces difficultés, il y a aussi beaucoup de compétences, il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on peut proposer à ces enfants, à ces adultes, pour leur devenir. Et ils peuvent être très étonnants
voilà, à travers des différentes propositions, mais il faut pouvoir aller les chercher. Alors. Donc, du coup, c'est ce qu'on vous disait. Il peut y avoir du coup des multiples impacts. Alors, on a répertorié un petit peu les impacts qui pouvaient être avérés. Maintenant, pour une personne en situation de polyhandicap, elle ne va pas présenter tous ces troubles-là automatiquement. Elle va peut-être avoir plus de troubles moteurs que des troubles comportementaux par exemple, il va y avoir des personnes qui sont plutôt beaucoup plus en fauteuil roulant et d'autres qui vont être en mesure de marcher avec des troubles de l'équilibre, mais qui vont quand même présenter tout un tas de difficultés dans le quotidien. Donc, à la base, donc, il peut y avoir des troubles moteurs, qui peut être juste de troubles de l'équilibre ou beaucoup plus important avec une perte de tonus ou en tout cas un manque de tonus important qui nécessite des appareillages parce que du fait de ce manque de tonus, il peut y avoir des déformations osseuses. Et si on n'appareille pas, ça peut s'aggraver avec la croissance de l'enfant. Donc voilà, aujourd'hui, on a beaucoup développé l'appareillage et ça permet d'éviter des déformations trop importantes. On peut le dire, nous, dans les observations qu'on a par rapport à l'EAP Henri Germain, les adultes qui ont présenté des déformations orthopédiques, vraiment avec des déformations du corps, des jambes, du dos, etc. C'est des choses qu'on retrouve moins aujourd'hui pour des enfants qui sont appareillés dès le plus jeune âge. Et du coup, bah, automatiquement, ça permet aussi une meilleure respiration parce que c'est des enfants qui peuvent présenter des troubles respiratoires, des problèmes de déglutition. Voilà, il peut y avoir de l'épilepsie, on est vigilant aussi à ça. Des fois, l'épilepsie, elle est stabilisée par les médicaments, parfois non. Alors, on accompagne. Des troubles du sommeil qui entraînent du coup une grosse fatigabilité dans la journée. Donc des troubles sensoriels, on en parlait, voilà, qui peuvent être auditifs, qui peuvent être de la perception de son corps, qui peuvent être voilà, tout un tas de choses. Visuelles, il peut y avoir une accumulation de choses. Et puis des fois, c'est le handicap sensoriel, il est aussi majoré par les troubles moteurs, du fait que la personne peut moins facilement se découvrir le monde, etc. Bah, du coup, elle est moins stimulée et ça majore un peu son handicap sensoriel parfois. Les troubles cognitifs, voilà, avec aussi des troubles de la communication. Il y a des personnes qui peuvent vocaliser, qui peuvent dire peut-être un ou deux mots, et pas du tout, qui vont plus voilà, vocaliser, vont émettre des gémissements, des sons que l'accompagnant, je veux dire les parents et ceux qui sont vraiment dans l'accompagnement de proximité, etc., au fur et à mesure, ils arrivent à décoder les différents sons, quel sens ça a pour l'enfant. Voilà. Et puis, du coup, des troubles du comportement, du fait de cette difficulté de communication, voilà, de tous ces troubles qu'il peut y avoir. Parfois, il y a de la douleur aussi qui peut se manifester par des troubles du comportement. Donc, il faut être vigilant aussi à ça. Voilà. Donc, il peut y avoir tous ces impacts-là. Mais tous les enfants ne vont pas forcément présenter ça. Ils vont avoir des profils un peu différents. Voilà. Dana, Céline, juste voilà, voir s'il n'y a pas de questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. On salue Karine Gauthier qui nous a rejoint de la PCO 0-12 ans. Voilà, les collègues, n'hésitez pas s'il y a des suggestions ou des questions. Bon, pour l'instant, c'est très, 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 très clair. C'est tout bon, Céline et Dana. Juste dans les troubles moteurs, des petites choses à savoir aussi, c'est que parfois, c'est des enfants qui vont vouloir engager une motricité, mais ils vont pas réussir à mobiliser les bons muscles. Et des fois, ils vont mobiliser tout leur corps, ou ils vont faire l'inverse de ce qu'ils vous auraient voulu faire, parce que c'est pas encore, voilà, c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent. Et des fois, du coup, on a l'impression qu'ils s'opposent, ils veulent pas nous aider, mais en fait, ils essayent, mais ils font complètement l'opposé parce qu'ils contrôlent pas.
Donc, des défis, mais aussi des potentialités. Une fois voilà, que, on a pu voir qu'il y avait certaines difficultés, on ne s'arrête pas là et on se dit, il y a beaucoup de choses à faire ils ont des potentialités qui sont surprenantes et sur lesquelles on va plus particulièrement s'attarder. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, à proprement parler, quand on fait des sensibilisations ou quand on échange avec les professionnels. Effectivement, il y a des difficultés, mais on ne va pas s'arrêter qu'à ce côté-là. On va essayer de développer les potentialités. Donc, au niveau des besoins, pour les développer, c'est d'être stimulé sur tous ces plans, hein. Et on se rend compte, surtout pour les nouveaux enfants que l'on accompagne, plus ils sont en milieu ordinaire, plus ils peuvent bénéficier d'un environnement, on va dire, classique et stimulant, et plus ils vont développer des potentialités, même si parfois on a l'impression qu'il peut ne pas comprendre, qu'il peut être plutôt observateur et être moins dans l'action. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas observer, qu'il ne va pas emmagasiner certaines choses et que du coup, il ne va pas essayer d'agir peut-être par la suite, par imitation ou par éveil. Voilà, et qu'à force d'être dans cette stimulation environnante comme tout enfant, c'est là qu'il va vraiment se développer. Et même au niveau de la communication, on va voir différentes possibilités qu'on ne voit pas, par exemple, sur des enfants qui ont été institutionnalisés depuis le jeune âge. On ne voit pas ces mêmes potentialités parce qu'ils vont plus être en interaction avec l'adulte, alors que là, il va y avoir des interactions qui vont se faire avec les enfants de leur âge et qui vont permettre voilà, d'avancer petit à petit. Alors, bien sûr qu'il y a des temps de latence qui sont longs, c'est-à-dire que la compréhension et le temps de réponse peut être un peu long avant de répondre. Tout à l'heure, Dana a donné des exemples, mais par exemple, si c'est toucher la matière qui est devant soi pour découvrir, peut-être qu'il est capable de le faire, mais que le temps de réponse va peut-être prendre 2-3 minutes. Alors que du coup, on va avoir tendance à dire, ah, tu n'y arrives pas, donc on va te prendre la main et on va te faire essayer. Et en fait, des fois, c'est d'arriver à se dire, à prendre le temps en fait, de faire l'action. C'est pas toujours évident. Il y a une fatigabilité aussi qui est beaucoup plus importante qu'un enfant classique, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va avoir fait 2-3 fois l'action, c'est possible que pendant un quart d'heure, il y ait plutôt un temps de repos parce que ça demande une énergie beaucoup plus importante qu'un enfant classique. Donc voilà, puis il y a des particularités sensorielles. Avant tout, on va dire que c'est la relation qu'il aura avec les personnes qui l'entourent qui vont permettre de pouvoir avancer. On voit cette petite image en dessous, mais c'est exactement ça. C'est la relation qui va y avoir avec les personnes qui vont faire que il va avancer, qui va progresser. Et puis, voilà, besoin de relation et de sensorialité, c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment de se laisser du temps à soi-même et à l'enfant, de créer cette relation-là et d'apprendre à se comprendre parce que c'est pas toujours évident au premier abord et ça se fait au fur et à mesure et voilà, essayer de, voilà, c'est vraiment se laisser du temps, ça peut prendre plusieurs mois parfois suivant les enfants et on voit l'évolution au fil des mois en fait. C'est quand on revient en arrière, plusieurs mois en arrière, qu'on se rend compte, ah oui, au début, il n'arrivait pas à faire ça, il ne tolérait pas ça, il pleurait beaucoup, maintenant, ça va beaucoup mieux, il va vers les autres, il nous regarde, voilà. Donc,
Et tous ces petits progrès, c'est ça vraiment l'important. Même si c'est minime, eh ben pour eux, c'est énorme. Et chaque proposition que l'adulte va faire, c'est une information que l'enfant donne. On parlait des particularités sensorielles, il peut y avoir des hypersensibilités ou au contraire des hyposensibilités. Et en fait, peut-être qu'il y a des activités qui vont être plus difficiles d'accès au départ. Peut-être que voilà, c'est une information que l'enfant donne. Là, ça, on voit que c'est plus compliqué pour toi. Ok, on arrête, on fera différemment, on y reviendra peut-être plus tard. Voilà, ça peut évoluer. Donc voilà, on parlait des troubles sensoriels, comme c'était la thématique du mois, et dans le cadre du polyhandicap, c'est vraiment très très important, à la fois parce que c'est des sphères qui sont touchées, et à la fois parce que c'est le premier c'est un mode d'entrée vraiment privilégié pour ces enfants-là, pour entrer en relation avec eux, parce que ça leur apporte de l'information et ça les aide à décoder leur monde, en fait, leur environnement tant humain que matériel. Donc c'est à la fois un médiateur, un objectif, enfin en tout cas ça peut l'être, mais aussi, on peut se servir du sensoriel pour travailler d'autres choses. Par exemple, si on veut que l'enfant se déplace, fasse un petit parcours avec d'autres enfants, peut-être utiliser un jeu qui va faire du bruit ou qui va être visuellement attirant pour l'amener à aller le chercher et du coup à engager son corps en fait dans ce parcours moteur. Ou pour de l'entrée en relation, parce qu'au départ, il va peut-être plus être attiré par ce bruit, et puis on va être près de lui, et il va nous regarder à ce moment-là. Voilà, voilà, pour toutes les sphères, en fait, on peut se servir du sensoriel et des outils qui peuvent être tant des jeux de tout venant, en fait, qu'on peut trouver pour d'autres enfants, tant des choses qu'on peut fabriquer ou qu'on peut récupérer sur des foulards, des textures différentes, voilà. Ou alors des choses un peu plus spécifiques qui peuvent servir aussi aux autres enfants, si on le voit de manière globale. Voilà. Donc ça, c'est cette sphère-là, elle est vraiment primordiale à prendre le temps. Et voilà, il faut se rendre compte que c'est des enfants qui, du fait de leurs difficultés motrices, entre autres, ils découvrent moins bien l'environnement. Et donc, c'est important de leur apporter toutes ces informations-là. Et même un enfant qui ne bouge pas ou qui n'arrive pas forcément à aller chercher l'objet, etc., ou qui n'en a pas forcément l'envie au départ, lui faire amener les objets à lui, lui faire toucher, lui faire prendre conscience de son corps. C'est toutes ces choses-là. Et du coup, dans les sens, vous en aviez parlé au précédent flash pratique. Il y a du coup les 5 sens qu'on connaît tous, mais il y a aussi du coup la partie vestibulaire et donc qui est de l'équilibration, se rendre compte des mouvements de son corps par rapport à l'environnement. Et il y a la partie prendre conscience des positions de son corps, donc le proprioceptif. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte chez eux parce que du fait de cette perte de motricité ou sensorielle, c'est des sphères qui sont moins développées et qu'on peut les aider à développer. Par exemple, certains, ils vont aimer les balancements, ça va les aider à se calmer. D'autres, de prendre conscience de leur corps, des positions, etc., de toucher. Ça peut aider à prendre conscience de la position de son corps, etc. S'appuyer beaucoup sur... c'est des enfants qui vont avoir beaucoup de suivi auprès des psychomotriciens. Et voilà, vraiment s'appuyer sur le suivi qui est fait auprès de ces professionnels-là pour trouver les modes d'entrée de l'enfant, le mode d'entrée privilégié, parce que ça va plus être visuel, auditif, qu'est-ce qui peut l'apaiser. Il y a aussi des parents qui sont des très grands connaisseurs en fait des potentialités de leur enfant et des choses qui les apaisent, etc. Donc s'appuyer aussi beaucoup sur eux. Moi, j'ai des exemples aussi qui me viennent en écoutant Dana, d'un jeune qui, du coup, avait vraiment ces notions, comme on entend parler, du corps morcelé.
C'est-à-dire la tête, le tronc, les bras, les jambes, vraiment, chaque partie était différente. Et en fait, on se rendait compte par exemple, on mettait un petit objet sur la tête, un petit chapeau, et ben, il allait plutôt jouer avec le haut de la tête, mais pas utiliser son bras, par exemple, pour l'enlever parce que ça le gênait. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en faisant des petits jeux comme ça, corporels, eh ben, on peut essayer aussi de donner un peu du sens aux autres parties du corps. Ah ben voilà, du coup, d'amener la main pour essayer d'enlever. Et pareil sur les jambes, c'est-à-dire que quand on mettait par exemple un ballon sur les jambes, ben, elle allait bouger les jambes pour essayer d'enlever le ballon qui le dérangeait, mais elle n'allait pas prendre la main pour aller enlever le ballon, même si ça le dérangeait qu'il était assis. Donc, et petit à petit, en fait, on a réussi à faire évoluer les choses parce qu'il s'est rendu compte, ben voilà, à force de faire ces petits exercices de 3 minutes comme ça en jouant, et à la fin, ben, il a réussi à enlever avec la main le ballon, avec sa main la casquette qu'il avait sur la tête et qui le dérangeait. Donc, alors que tous les jours, ses parents lui mettaient une casquette sur la tête, mais lui, ça ne lui plaisait pas du tout, à un moment donné, il a pu dire, il a pu exprimer que ça ne lui plaisait pas, il pouvait l'enlever tout seul. Donc voilà, des petits exemples qui sont significatifs de ce travail-là. Et du coup, on parlait aussi de cette difficulté autour de la communication pour ces enfants-là. Alors, oui, de base, il va y avoir des vocalises, des expressions du visage, des positionnements du corps. Par exemple, pour certains, s'il y a une hypertonicité, c'est-à-dire des muscles qui se contractent trop fort de manière désorganisée, ça peut s'exprimer dans des moments de joie. On a des enfants qui, parce qu'ils sont contents, vont se tendre, vont contracter tout leur corps, ou alors quand ils sont en colère. Voilà, ça s'exprime avant tout par le corps, comme pour tout un chacun, mais c'est encore plus, c'est majoré chez ces enfants-là. Et à la fois, ils sont aussi très sensibles au langage non verbal des autres personnes. Donc, quand on s'accompagne, quand on les accompagne, c'est des enfants qui vont être vraiment sensibles à notre humeur. Voilà, on n'a pas l'impression de transmettre des choses, mais en fait, ils ont cette hyper intelligence-là qu'ils ont développée pour décoder leur monde. Donc, nous, des fois, on le passe en second plan. Eux, c'est vraiment leur premier mode de compréhension. Euh, voilà. Et donc, il y a aussi des possibilités à développer dès le plus jeune âge pour permettre une communication à ces enfants qui n'arrivent pas à parler. Ils peuvent parler différemment. Donc, alors au départ, ils peuvent déjà comprendre ce qu'on leur explique, ce qu'on leur dit, d'une meilleure façon en utilisant des gestes, que ce soit les bébés signes ou des gestes qui se rapportent vraiment à la langue des signes, mais sans que ce soit dans une syntaxe, juste des mots-clés de la LSF. Il peut y avoir des pictogrammes, soit sur papier, avec juste des images, ou on appelle ça des tableaux de langage assisté, c'est plus sur des plus grandes feuilles avec plusieurs pictogrammes, ou alors avec des outils au travers de tablettes de communication, etc. Il y a de plus en plus d'applications gratuites. Voilà. Et donc, pour revenir sur la définition donc, de la communication alternative augmentée, donc elle recouvre tous les moyens humains et matériels qui permettent de communiquer autrement qu'avec des modes habituels ou naturels, si ces derniers sont altérés ou absents. Donc, c'est vraiment tous les moyens. Il n'y en a pas un spécifique. Et du coup, c'est des outils à mettre en place dès le plus jeune âge et ils ne viennent pas perturber l'acquisition du langage. Donc, même chez des enfants qui, un jour, voilà, pourront peut-être développer le langage, et là, on extrapole, c'est pas forcément du polyhandicap, du coup, ça s'adresse aussi à tous. Ça ne viendra pas gêner parce que il y a toujours, par exemple, le mot écrit en dessous de l'image. Et au contraire, ça facilite l'accès au langage parce que du coup, l'enfant n'est pas en position d'échec pour communiquer. Donc, il va être encouragé à communiquer et il apprend d'autant plus. Et
les recherches, elles montrent que on peut utiliser des outils différents. Ça va pas plus perturber l'enfant, en fait. Au contraire, ça va renforcer. Alors, suivant les situations, des fois, ça va être plus facile de faire un geste que de montrer le pictogramme. Eh ben, on fait le geste. Et voilà, donc c'est à renforcer parce que ça va aussi redonner du sens à l'accompagnement qu'on a auprès de l'enfant. Je revenais sur une séquence, par exemple, où on nous avait expliqué, il y avait en crèche des accompagnatrices qui avaient proposé une activité autour de sable magique, je crois, et l'enfant, ça l'a perturbé, en fait, ça lui a pas plu parce que c'était un toucher qui était difficile pour lui. Il est possible à ce moment-là d'utiliser par exemple le pictogramme j'aime, j'aime pas et de montrer à l'enfant, là je vois que tu n'aimes pas cette activité. Voilà, c'est des petites choses pour redonner du sens en fait à ce qui se passe et l'enfant, ça va lui montrer qu'on peut utiliser ces outils-là pour communiquer, pour exprimer des besoins, des émotions. Voilà. Et donc, il y a plein d'outils qui existent gratuitement et il y a la possibilité de demander des financements plus spécifiques voilà, au travers des dossiers auprès de la MDA. Donc, on peut accompagner là-dessus. Il y a aussi, il faut s'appuyer sur les orthophonistes qui accompagnent ces enfants, les ergothérapeutes, pour voilà, appuyer le développement de cette communication qui est centrale, en fait, vraiment tout au long de la vie de l'enfant. Et donc, c'est quelque chose voilà, qui s'amorce, qui est pas facile, enfin, comment dire. Aujourd'hui, parfois, on le met un peu tard quoi, en place. Voilà. Donc, on devrait pouvoir le mettre en place comme un enfant qui se développe normalement, il commence à parler dès le plus jeune âge. Ça devrait être pareil pour ces enfants-là, en fait. On devrait leur donner des outils dès le plus jeune âge, dès qu'ils sont à même, en fait, même dès la naissance presque, il faudrait mettre en place. D'ailleurs, c'est ce qui est fait en crèche, hein, beaucoup avec notamment les comptines, où on associe l'image, le verbal et généralement des signes, voilà, pour les enfants. C'est des choses qui, du coup, des fois, ça s'arrêtent, alors que c'est des choses qu'on peut continuer, qu'on peut, du coup, développer avec d'autres possibilités. Donc, alors, on vous a mis quelques exemples d'appareillages qui sont existants. Oui, on en parlait dans la diapo sur les impacts. C'est des enfants qui vont avoir une motricité qui peut être désorganisée, un tonus de base qui ne va pas être équilibré et du coup, ils vont avoir besoin de matériel qui vont les aider à se positionner en fait. Donc, vous allez avoir des corsets sièges. Par exemple, c'est la position où l'enfant il est assis sur une coque qui est moulée. Et ça va lui permettre d'être en position donc assise, de pouvoir redresser sa tête, de pouvoir avoir les bras qui sont... Voilà, la possibilité de développer sa préhension parce que c'est facilité par cette position-là, d'être acteur dans les jeux. Voilà, pour les repas, c'est une position qui est intéressante parce que voilà, on est mieux positionné par rapport à la tête, le cou. Donc voilà, donc c'est un siège qui est intéressant. Après, vous avez d'autres types de matériel à côté du corset siège. C'est un matériel qui va permettre de développer les quatre pattes, par exemple. Alors du coup, c'est des coques qui vont soutenir en fait le tronc, le buste, mais qui vont laisser libre les bras et les jambes et qui vont permettre à l'enfant de redresser aussi sa tête, de travailler sur le redressement de la tête avec des jeux, voilà, le regard de l'adulte, etc. Et voilà, c'est intéressant. D'autres positions qui sont plus positions debout. Donc, vous avez les flèches qu'on appelle, en fait, c'est le petit, c'est comme une draisienne, en fait, la rouge, là. Et donc, en fait, ça va permettre à l'enfant d'être à la hauteur des autres enfants aussi quand ils sont debout, de se déplacer. Voilà, donc c'est intéressant aussi. Tous ces appareillages-là, il faut les voir comme des soutiens au positionnement et c'est à utiliser dans des activités, en fait, dans des activités, des jeux avec les autres enfants, en fait, voilà, pour permettre de varier les positions. Et à côté de la flèche, vous avez un verticalisateur
qui permet à la fois une posture, parce que c'est des enfants qui ont besoin aussi d'avoir ces étirements au niveau des jambes, etc. Pour pas que ça se rétracte en fait, pour pas, voilà. Et à la fois, cette verbalisation, elle a un bénéfice sur plein d'autres choses en fait, au niveau digestif, au niveau respiratoire, vasculaire. Donc, c'est intéressant pour eux. Et puis, d'être en position verticale quand ils ne le peuvent pas, ça aide aussi, pareil, à être au même niveau que les autres. Et du coup, pareil, toujours dans une optique de jeu. Voilà. Après, vous avez des poussettes adaptées. Alors, des fois, il y a des coques aussi des coques moulées qui peuvent s'adapter sur une poussette. Pareil, les coques, elles peuvent même s'adapter sur des vélos, des tricycles, etc. Enfin, vraiment, c'est modulable. Donc, c'est du matériel qui est remboursé par la sécurité sociale. Après, il y a des dispositifs qui ne sont pas remboursés ou qui sont partiellement remboursés. Et ça, on les accompagne aussi pour les avoir. Il peut y avoir des matelas moulés qui facilitent aussi un positionnement de confort pour ces enfants-là, aussi sur le plan respiratoire, etc. Et puis, en dessous, vous avez un siège voilà, qui s'appelle un siège Lalou, qui a été développé par un orthoprothésiste et une ergothérapeute, et qui permet, en fait, suivant la taille qu'on prend, ça a des objectifs différents. Nous, on l'a expérimenté chez des enfants qui avaient du mal à être canalisés, qui avaient besoin de bouger, et pendant les repas, c'était compliqué. C'est arrivé voilà, qu'ils soient installés sur ce siège-là, ils étaient contenus, et du coup, les repas se passaient mieux. Ça peut être un temps de jeu, voilà, ça peut être utilisé de diverses façons et ça peut aider aussi les autres enfants. C'est un siège qui peut plaire à tout le monde, hein. Des fois, on peut prendre un très très grande taille. Il y a un adulte qui se met derrière l'enfant et qui peut lire un livre. Voilà, ça peut être bien utilisé de différentes façons en fait. Donc, les espaces que vous connaissez aussi pour les enfants en crèche, bah, ça peut servir aussi à ces enfants-là. Là, par exemple, sur le mur, il y a plein d'activités d'éveil. Elles sont intéressantes pour ces enfants-là parce que ça va permettre aux personnes polyhandicapées d'aller à la recherche en fait de ces activités, de se mettre, de s'ériger en fait, de se mettre debout, de s'appuyer pour aller à la découverte. Et donc on passe encore par le sensoriel pour les amener à se lever. C'est intéressant. Donc là après on vous a mis des petits voilà des outils qui peuvent être intéressants. Donc vous avez les bracelets musicaux. Quand on les met autour des bras ou autour des poignets ou des jambes, l'enfant, quand il bouge, il va entendre un son, donc ça va lui donner encore plus envie de bouger. Ils sont aussi très sensibles aux instruments de musique. Voilà. Et puis là, en dessous, vous avez des cloches qui, du coup, peuvent être actionnées à la fois en tapant ou en les secouant. Et il y a des notes différentes sur chaque cloche, ça c'est intéressant. Travailler plein de rythmes, chacun son tour, on tape. L'enfant, on peut l'accompagner pour qu'il fasse avec les autres enfants. C'est des outils qui sont faciles à utiliser pour eux. Là, vous avez des boutons enregistreurs. En fait, c'est des contacteurs. Quand on appuie dessus, il y a ce qu'on a enregistré, le message qu'on a enregistré qui s'actionne. Et ça peut être intéressant dans des rituels, par exemple, on peut enregistrer bonjour et quand l'enfant arrive, on appuie, on l'aide à appuyer sur ce contacteur pour dire bonjour ou pour dire n'importe quoi, Berk par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui est rigolo pour l'enfant, voilà, on peut l'enregistrer et l'amener à aller le toucher, le positionner à un endroit où lui, il peut le toucher. Faut pas hésiter à s'appuyer sur des paramédicaux qui peuvent vous aider à trouver les mouvements volontaires qui sont possibles pour l'enfant. Après, il y a toutes les balles sensorielles, ça fonctionne aussi, ça les aide à prendre conscience de leur corps. Les colliers masticateurs, il y a plein de sortes de colliers pour des enfants qui ont besoin qui ont tendance à se mordre, voilà, plutôt que de se mordre le bras, etc. Ça peut les aider d'avoir des petits outils. On vous a mis aussi une assise pour les balançoires, en fait, une assise adaptée. Qui peut les aider à profiter aussi de la balançoire. Ils adorent ça.
Et après, se servir des outils autour du sensoriel. Il y a le smosolène. Effectivement, dont vous avez parlé dans le précédent flash pratique, ils sont très, très sensibles. Voilà, c'est encore dans du sensoriel. Et alors, en dessous, vous avez un exemple d'adaptations qui sont possibles. C'est le petit train, par exemple, qui peut être relié à un contacteur et que l'enfant peut actionner. Voilà, il y a plein de jeux qui peuvent être adaptés comme ça, en fait, pour leur amener à comprendre qu'en bougeant leur corps, ils peuvent agir sur leur environnement. Et ça, c'est pas quelque chose qui, initialement, parfois, ils n'en prennent pas conscience. Ils se rendent pas compte qu'ils peuvent agir de cette façon-là. Et ça peut amener derrière, une fois qu'ils ont compris ça, ça ouvre sur d'autres choses. Par exemple, ça peut être sur de la communication alternative dont on parlait avec les tablettes de communication, qui peuvent être aussi à commande oculaire. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé. Donc, avec le regard, ils peuvent sélectionner. Mais voilà, du coup, c'est des choses qui peuvent les aider à prendre conscience qu'ils peuvent agir sur leur corps, sur leur environnement. Voilà, ça peut les aider derrière à peut-être conduire un fauteuil électrique un jour. Voilà, on passe par là au départ. Et ce petit objet bizarre à côté, c'est un masticateur. Donc en fait, c'est un outil qui va permettre de hacher les aliments. Ça peut être intéressant s'il y a des activités de repas qui sont faites, voilà, un gâteau qui est préparé ou quelque chose ou n'importe quoi, un plat qui est préparé. Ça peut être intéressant d'utiliser ça plutôt que de mixer, si c'est possible pour l'enfant de manger haché. C'est un outil qui est vraiment intéressant où les goûts sont préservés plus que quand on mixe tout ensemble. Donc c'est comme ça en fait, ça s'actionne de cette façon-là. Et en dessous, vous avez donc des verres adaptés parce que on déconseille l'utilisation des becs, des verres à bec. Je ne sais pas si vous voyez, avec une espèce de paille qui sort. Pas très bon pour ces enfants-là parce que du coup, ça incite à mettre la tête en arrière et ce qui n'est pas bon pour la déglutition. Il y a des risques de fausse route. Alors que là, c'est un verre avec une ouverture nasale en fait et du coup, quand on place le verre, voilà, l'enfant n'a pas besoin de pencher la tête en arrière, ça coule plus facilement. Donc, il y a plein d'aides comme ça, techniques qui sont adaptées. Avant de parler peut-être de Oui, solutions, est-ce qu'il y a des questions? Voilà, on peut. oui. Alors, les collègues, donc il n'y a pas de questions parmi les personnes qui vous écoutent. Moi, j'en ai quelques-unes, donc oui, si on peut effectivement s'arrêter un petit peu. Il me semble que nos... Alors, comment dire ça? Euh, le polyhandicap, on est d'accord, c'est peu visible encore aujourd'hui dans notre société. Et du coup, je pense que ça entraîne des représentations fortes, notamment la représentation, mais peut-être à juste titre quand même, que ces enfants ou ces personnes cumulent de nombreuses spécificités et difficultés. Et le matériel adapté, je crois, fait partie de ce qui va nourrir nos représentations en disant non, mais c'est quand même impressionnant. C'est quand même du registre du spécialisé. Et là, à juste titre, dans les structures ordinaires, on peut évidemment avoir la crainte déjà de ne pas savoir faire et de mal faire. Et du coup, voilà, j'avais envie qu'on fasse un petit peu focus là-dessus sur comment on est convaincu d'un point de vue théorique et au niveau du bon développement de l'enfant que, évidemment, ils ont tout à gagner à pouvoir avoir des temps parmi le tout venant. Mais comment moi, en tant que professionnelle dans une structure ordinaire, je compose avec tout ce qui m'a l'air finalement très spécifique. Le matériel, la façon de déplacer l'enfant, ma façon de m'adresser à lui, c'est là où on va entendre les collègues dire, mais nous, on n'est pas spécialisés, on ne sait pas faire. Oui, oui, c'est vrai, hein. Alors, c'est vrai que là, j'ai présenté de manière globale tout ce qui existait. Ça ne veut pas dire que dans les crèches, dans les écoles, il va y avoir tout ce matériel-là. Mais ça peut être discuté avec les parents. En général, ils sont compréhensifs.
ça peut être discuté. Qu'est-ce qui est pertinent d'utiliser dans l'établissement et qu'est-ce qui restera à la maison? Par exemple, ben, il peut y avoir un corset siège en crèche et une flèche pour pouvoir se déplacer avec les autres enfants. C'est à faire aussi dans le quotidien. Après, dans la manière d'utiliser le matériel, euh, ça peut paraître impressionnant, mais à l'usage, enfin vraiment, une fois qu'on montre, c'est pas très compliqué en fait. Il y a des principes juste voilà d'attacher l'enfant et puis c'est tout, de le positionner d'une certaine façon. Mais les parents sont vraiment à même d'expliquer ça. Si c'est pas le cas, il y a des professionnels autour qui se déplacent. Le kiné peut se déplacer, l'ergothérapeute également. Nous, au sein de l'unité mobile, pour les familles qu'on accompagne aussi, on verra après comment on peut nous solliciter. Mais voilà, en tout cas, nous, ce qu'on a pu expérimenter, ça se passe bien quand il y a ces appareillages-là, même si ça veut dire que voilà, au départ, on a l'impression que c'est impressionnant. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de tout, hein. C'était pour montrer qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour le confort de l'enfant et pour sa participation avec les copains. Voilà, donc ça peut faciliter parce que par exemple, des fois, il va y avoir la poussette seulement, il n'y aura pas le corset siège. Et parfois, c'est dommage, en fait, c'est pas facilitant du coup dans le quotidien. On a l'impression, bah, la poussette, on connaît, nous on préfère la poussette, mais en fait, parfois, c'est peut-être mieux de mettre en place le corset siège parce que du coup, bah, ça sera mieux pour les repas, ça sera mieux pour certains jeux. C'est des corsets sièges qui sont plus adaptables, on peut les mettre juste sur une chaise, par exemple. Ça peut être clipsé sur une chaise d'enfant ou, euh, ou sur une embase en fait avec des roulettes et du coup pouvoir déplacer. Voilà. Donc au contraire, ça peut être facilitateur. Voilà. Alors, du coup, là, toujours toujours la même clé, hein, mais j'ai envie de dire dans l'accompagnement en général, à partir du moment où on accompagne un autre, quel que soit le contexte, et là en particulier, la clé incontournable, c'est on n'est pas seul. On n'est pas seul, hein, et évidemment que là, c'est d'autant plus vrai que si on va accueillir un enfant en situation de polyhandicap, forcément, alors là, j'ai envie de dire, le lien avec les parents, il va être indiscutable. Et du coup, on peut se rassurer comme ça en se disant, mais de toute façon, il va y avoir du monde autour et on va nous montrer. On a Céline qui, qui nous dit on a eu l'expérience d'accueillir une enfant en situation de polyhandicap en crèche avec siège coque et verticalisateur. Le CAMPS nous avait aidés pour savoir comment utiliser le matériel. Et Céline dit mais c'est vrai qu'il faut de la place et une personne dédiée ainsi qu'une information. Alors, juste je termine son commentaire. Après, en crèche, nous faisons ce que nous pouvons avec le personnel plus ou moins dédié, le temps, les aides financières sur cet argument d'une personne dédiée, parce que c'est ça du coup qui peut faire, c'est cette idée-là qui peut faire reculer l'inclusion des enfants en situation de polyhandicap. Moi, je voulais vous demander si vous accompagnez des enfants qui ont des temps en structure ordinaire et sur quelle durée, et du coup, comment on contourne cette idée de la personne dédiée. Alors, on a plusieurs expériences d'enfants qui sont accompagnés en milieu ordinaire, alors en crèche ou à l'école. Alors, à l'école, il y a la possibilité d'avoir une AESH individuelle. En crèche, ça dépend en fait un petit peu des villes et voilà des communes. Des fois, il y a des personnes qui sont, on va dire, qui peuvent être en plus sur la journée ou sur les temps où la personne est présente. Donc, on a aussi toutes les modalités. On a des enfants qui sont accompagnés toute la journée et on en a qui sont plutôt à temps partiel. Généralement, on est quand même sur des accompagnements à temps partiel, hein, mais ça dépend vraiment et en fonction des familles, voilà. Et après, on a des structures qui n'ont pas forcément une personne en plus, mais du coup, généralement, ce qu'ils font, c'est plutôt une personne référente sur la journée ou sur la demi-journée qui va être un peu plus présente. Pour avoir un fil conducteur dans la journée et qui va l'avoir un petit peu toujours avec elle sur un groupe qui sera un petit peu moins nombreux. Voilà. Mais Des binômes.
binômes de professionnels référents Mhm. à Mhm. voilà, tourner. Voilà. Mais oui, c'est effectivement, il y a la Oui. personne dédiée, mais même s'il y a cette personne dédiée, c'est intéressant que cet enfant soit accueilli par tous et que voilà, même s'il y a cette personne référente, il puisse y avoir des relations aussi avec les autres. Mhm. Mhm. Céline nous dit, pour notre expérience, la commune avait détaché un personnel de la commune pour accompagner cet enfant. Euh, à 100%, ce n'est pas valable sur Non, toutes les communes. normalement, il y a un financement pour les crèches. Quand elles déclarent cet accueil-là, Mhm. il y a un financement qui doit être Mhm. attribué de manière globale, mais c'est pas juste pour cet enfant-là, il y a un forfait global. Et du coup, des fois, qui est utilisé pour mettre en Mhm. place des personnes référentes. Est-ce que, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter, nous faire entrer dans le service de Henri Germain, le AP, juste pour nous montrer comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces institutions, et du coup, à contrario, pouvoir nous dire ce que ça vient apporter des temps pour un enfant en structure ordinaire. Bah oui, après, dans l'établissement, du coup, je peux parler pour Henri Germain. Hmm. Donc, c'est des enfants qui sont soit accueillis en internat ou en accueil Oui. de jour, qu'on appelle semi-internat. Ceux qui sont en internat, parfois, ils rentrent le week-end, les vacances scolaires, parfois pas. Donc, ils sont accompagnés par des équipes, moniteurs, éducateurs, enfin, il y a différents professionnels qui les accompagnent. Et puis après, il y a des professionnels paramédicaux qui peuvent mettre en place avec les éducateurs des séances, soit individuelles ou collectives. Mais il faut savoir que dans les établissements spécialisés, la rééducation, elle est pas non plus, il n'y a pas énormément de professionnels dans les établissements spécialisés. Et puis, à la différence, quand ils sont dans des temps d'inclusion, il y a des recherches de la Croix-Rouge qui ont été menées, qui ont étudié en fait les relations qui se passaient dans les établissements médico-sociaux et dans les accueils ordinaires. Et en fait, on se rend compte que les enfants dans les établissements spécialisés, ils vont développer des relations avec les adultes qui les accompagnent, majoritairement, et assez peu entre les enfants entre eux. Alors qu'en milieu ordinaire, il y a beaucoup plus d'interactions avec les autres enfants. Et c'est ça qui est porteur, en fait. Ils sont, euh, ils sont stimulés par les autres, mais comme peut l'être, par exemple, quand on connaît des fratries, par exemple, le second enfant, ben, il va s'inspirer, il va vouloir faire comme son grand frère et sa grande sœur. Ils vont fonctionner par mimétisme avec leur père. Et du coup, pour ces enfants-là, ben, c'est pareil, en fait. Le fait de voir d'autres enfants qui se déplacent, qui interagissent, qui parlent, ça leur donne envie, en fait. Et il y a cette envie-là qu'il n'y a pas dans les établissements spécialisés. Et dans les établissements spécialisés, bah, ils sont tous porteurs de handicap, donc ils ont tous leurs propres limitations et c'est compliqué pour eux d'aller vers les autres enfants. Alors qu'en milieu ordinaire, il y a ces interactions, nous on le voit quand on accompagne, voilà, tous ces enfants qui sont autour, qui prennent soin, qui essayent de s'adapter. Et Mhm. l'enfant lui-même, ben, lui, il est toujours, voilà, il est souriant. Après, on s'adapte au rythme. Des fois, parfois, c'est un peu, ça peut être compliqué, cette collectivité-là, etc. Mais ça s'adapte, ou soit à la fois sur la temporalité, est-ce qu'un accueil toute la journée est nécessaire ou pas, soit sur des activités qui sont proposées. S'il a besoin de temps calme, il va peut-être pas faire les mêmes activités que les autres enfants pour pouvoir se reposer à Mhm. un moment donné. On n'est pas dans les quand ils sont accueillis en milieu ordinaire, le but, c'est pas d'être dans de la rééducation, Mhm. c'est autre chose. On recherche la socialisation, voilà, il faut repartir sur quels sont les objectifs de cette inclusion. Et il y a des apprentissages qui sont possibles. Et au Mhm. contraire, ils sont encore plus possibles en milieu ordinaire parfois que dans les Mhm. établissements spécialisés. Ça Oui. dépend vraiment. Et puis les enfants qu'on accompagne aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont de la rééducation à côté qui permet de soutenir cette inclusion-là.
Mhm. Alors, on a beaucoup de commentaires là, du coup. Alors, on a Valérie qui nous dit, dans nos structures de crèche, nous avons une roulante sur les structures pour accompagner ces enfants et aider les professionnels. Céline qui nous dit, oui, le fonds public est territoire valable pour toute la commune et ne couvre pas la totalité des besoins d'encadrement, malheureusement. Il faudra que la commune fasse un effort également. Donc là, on est sur voilà, les conditions d'accueil, la personne dédiée ou pas, la personne volante. Nadia, nous avons la chance d'avoir des personnes dédiées pour que nous puissions mettre en plus que nous pouvons mettre en plus sur une équipe accueillant un enfant en situation de handicap. Mais attention à ce qu'elles ne deviennent pas l'auxiliaire personnel de l'enfant, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Dana, hein, la nécessité vraiment que ce soit une équipe dans sa globalité qui accueille et non pas une personne. Christelle Mallette, Saint-Laurent, coucou Christelle. J'ai eu l'occasion d'accompagner un enfant relevant du polyhandicap pendant 5 ans. La première année a nécessité un accompagnement individuel de ma part. Peu à peu, l'équipe a appris à connaître ce petit et progressivement, des craintes se sont levées, ce qui a amené l'équipe à s'occuper d'elle. Mon accompagnement s'est vu considérablement réduit au fil du temps. Sa dernière année, l'enfant fréquentait l'école et la crèche 2 jours et elle est aujourd'hui scolarisée avec une AESHI. Donc ça, c'est l'expérience de Christelle. Nadia, le but reste l'inclusion en collectivité. Il faut sensibiliser l'ensemble des équipes à l'inclusion pour ne pas recréer un accueil individualisé au sein de la crèche. Oui, hein, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je crois que c'est important de donner du sens, en tous les cas d'être vraiment très précis. Donc là, moi j'ai entendu hein, la question de la sociabilisation et tout ce que ce stade du développement chez l'enfant entraîne, à savoir également l'estime de soi, la considération par ses pairs, le sentiment d'appartenance. Hein, on sait que ça, c'est vraiment un, 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 un point qui est fondateur pour le développement d'un individu. Et donc, même si effectivement ça va nous demander quelques efforts, ne serait-ce que de travailler sur nos représentations, en tous les cas, c'est bien si on est convaincu de ce qu'on va pouvoir apporter en accueillant cet enfant que ça va nous permettre du coup d'aller à sa rencontre et de dépasser nos appréhensions le concernant. Donc, donner du sens à ce que la structure ordinaire peut apporter. Je voudrais vous interpeller sur un autre point, sur le fait que on sait bien que déjà, les conditions d'accueil, d'une façon assez générale, ne sont pas pleinement satisfaisantes, avec du grand groupe d'enfants par endroit, avec du manque de personnel à d'autres. Euh, Qu'est-ce qu'il en est? Donc, on sait que les enfants déjà subissent ces conditions d'accueil. On ne les mesure pas spécialement. Quand il n'y a pas de problématique spécifique, c'est ben, va comme je te pousse et puis tout le monde dans le même sens. Qu'est-ce qu'il en est pour ces enfants-là si on n'a pas des conditions d'accueil en structure ordinaire qui sont optimales? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas euh, privilégier du coup l'institution spécialisée et rester dans l'entre-soi, ou est-ce que quand même les bénéfices que va avoir la structure d'accueil ordinaire, ces bénéfices-là vont être quand même, comment dire, agissants, même si les conditions d'accueil générales ne sont pas optimales. Je ne sais pas si je suis claire dans ma question. Oui, si. Alors, il faut savoir que aussi les places en institution, il n'y en a pas beaucoup. Mm. Et il y a peu d'entrées en institution avant là, ouais, à partir du moment où c'est inscrit sur liste d'attente, ouais, on va dire 4-5 ans, quoi. Voilà. Je dirais que tant qu'on peut privilégier le milieu ordinaire, même si du coup peut-être il faudra réadapter certaines choses, peut-être que le temps, faut peut-être revoir le temps, faut peut-être, c'est forcément bénéfique pour l'enfant euh, parce que sinon il va se retrouver à domicile et en fait qu'avec du coup ses parents. Alors il y en a certains, mais nous plus on voit
plus on travaille sur cette unité mobile et plus on sensibilise tout le monde à cette question du polyhandicap et plus on voit qu'il y a voilà, que c'est bénéfique pour l'enfant. Ça va même faciliter après l'entrée en établissement spécialisé. Parce que des enfants qui sont restés au domicile, déjà pour le parent, il y a quelque chose qui se joue. Ça veut dire que le parent, il va se mettre dans la tête qu'il n'y a pas forcément, enfin, que les autres professionnels ne vont pas savoir s'occuper de son enfant. Ça va être d'autant plus difficile de lâcher prise avec le temps. Ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver, pas chez tous, hein, mais c'est quelque chose qui peut se retrouver. Alors que quand ils commencent déjà à faire un peu plus confiance dès le plus jeune âge, ou en tout cas assez tôt dans la vie de leur enfant, c'est plus facilitant. Donc ça, il y a quelque chose qui se joue pour le parent et quelque chose qui se joue pour l'enfant aussi. Parce que ce que disait Céline, c'est que des enfants qui vont rester au domicile, ben pareil, ils vont avoir moins de stimulation. Donc déjà de base, ils vont développer moins de choses, moins de compétences que s'ils étaient inclus dans le milieu ordinaire, même si c'est pas dans des conditions optimales. Et puis aussi dans tout l'aspect relationnel en fait, parce que ils vont rester avec leurs très très proches et ils vont avoir peut-être plus de mal à s'ouvrir aux autres. Et à se séparer. Et à se séparer aussi. Donc c'est vraiment, oui, c'est bénéfique. Après, il faut aussi se laisser du temps, toujours pareil, d'observer l'enfant. Parce que nous, on projette des choses, nous, on se dit, il faudrait qu'il ait ça, il faudrait qu'il ait une personne qui l'accompagne tout le temps, etc. Mais il faut l'observer. Parce que, en fait, peut-être que lui, il n'en souffre pas et qu'il n'a pas forcément toujours besoin que quelqu'un soit toujours à côté de lui. Des fois, ça lui fait du bien de regarder ses copains autour de lui, faire leurs activités, etc. Il faut voir comment il réagit. Est-ce que c'est compliqué pour lui? Est-ce qu'à ce moment-là, il y a trop de bruit? Est-ce qu'il a besoin de plus d'accompagnement? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être réorganisées? Et sinon, vraiment, si vraiment c'est pas possible, pensez à, voilà, à réorganiser le temps. Mais moi, je voudrais juste dire par rapport à ça aussi, par rapport au temps, nous, on voit aussi des parents euh, qui sont vraiment touchés quand on leur demande systématiquement de diminuer le temps d'accueil. Parce qu'eux, ils le perçoivent comme un rejet en fait de leur enfant. Et donc voilà, c'est important de voilà, prendre le temps d'observer et pas forcément préjuger. Des fois, ils ont cette impression-là que a priori, on considère que leur enfant ne peut pas être accueilli dans des bonnes conditions et qu'il va pas le supporter. Et des fois, ils aimeraient qu'en fait qu'on essaye, qu'on voit et qu'on laisse le temps aussi à l'enfant de s'adapter. Parce que c'est comme les autres enfants, parfois au début, bah, l'accueil en crèche, il peut être compliqué, ils peuvent pleurer, etc. Mais avec le temps, ils s'adaptent. Et vraiment, c'est des enfants qui peuvent aussi s'adapter comme leurs copains. Voilà, donc se laisser du temps aussi pour ça. Oui. On a Nadia qui dit le plus souvent, on est obligé de réduire le temps d'accueil de l'enfant pour cause de manque de personnel. Dommage pour l'enfant et insuffisant pour les parents en termes de répit, mais il est essentiel de maintenir un accueil régulier. Donc c'est ça, hein, on va rediscuter effectivement entre les contraintes de la structure et les bienfaits pour l'enfant et on va essayer de trouver au millimètre ce sur quoi on peut s'accorder. Mais par contre, on entend bien que chaque fois qu'un enfant a la chance de pouvoir être au cœur de la société, au cœur de la structure ordinaire, parmi monsieur et madame tout le monde, il y a des bienfaits qui sont indiscutables hein, et qu'on n'a pas, c'est pas les mêmes dans l'institution médico-sociale. Tout à fait. Il y a Christelle Mallet qui dit: Je confirme, l'expérience de la collectivité pour la petite dont je vous ai parlé a été très bénéfique pour elle. Elle était très bien intégrée et malgré ses grandes difficultés, elle était en relation avec ses pairs. Elle participait à hauteur de ses possibilités à des activités. C'était un vrai petit rayon de soleil, heureuse de venir en crèche et d'avoir des moments de partage avec ses petits camarades et d'autres adultes. Euh, Céline, quand on a préparé le flash pratique, tu avais évoqué comment dire, là où on en est aussi de ces accompagnements et tu me disais que on avait focalisé sur une approche médicale
et qu'on en revenait aujourd'hui de cette exclusivité de l'approche médicale pour pouvoir justement élargir nos approches d'accompagnement. C'est ça, on est sur un projet, on va dire projet global, c'est-à-dire que forcément le médical et le soin doivent être présents parce que voilà, il y a des difficultés qui doivent être suivies. Notamment, on a parlé de l'épilepsie, on a parlé aussi des problématiques digestives ou autres. Donc, il faut qu'il y ait un socle médical euh, présent, mais pas que, en fait. C'est-à-dire que dans l'évolution de la société et auprès de ces publics-là, au départ, on n'était que sur le soin et sur la rééducation. Euh, euh, et maintenant, on est sur une ouverture globale à toutes les possibilités et tout l'accès à, comme tout le monde. Et ce qu'on essaye aussi de développer, c'est l'accès aux loisirs aussi, aux associations sportives. Voilà, alors ça commence petit à petit, mais forcément, ça amène aussi d'autres difficultés, d'autres. Mais en tout cas, nous, la volonté que l'on a, c'est vraiment de faire connaître ce public-là, que malgré les difficultés et l'appareillage que l'on peut voir, et ce sont des enfants, des adultes qui ont des possibilités de relation, de communication, d'action, et que si on se met à leur portée et qu'on rentre en relation avec eux, oui, c'est possible. Maintenant, voilà, c'est des adaptations, c'est de la réflexion, c'est comment on va nous réadapter notre activité par rapport à ce que l'on sait de ce que l'on fait classiquement, quoi. Voilà, c'est vraiment. Du coup, ça fait peut-être écho à nos missions, en fait, et comment nous, on travaille, en fait, avec la société de manière globale. En fait, on a différentes missions et différentes portes d'entrée. Donc, c'est soutenir l'accès aux droits et aux soins, singularité de son handicap, de son impact sur la vie familiale et des besoins de la personne, donc les démarches administratives et autres auprès des familles, hein. Donc ça, c'est la porte d'entrée. Donc, soit il y a la porte d'entrée famille, soit il y a la porte d'entrée professionnelle. La porte d'entrée famille qui pourra s'étendre, bien sûr, aux professionnels. C'est-à-dire que là, du coup, c'est les familles qui nous contactent et on les rencontre. Et puis, à partir de là, s'ils souhaitent qu'on se mette en lien avec les différents partenaires ou s'ils souhaitent qu'on essaye de développer certaines actions, avec eux, on se met d'accord et on ouvre en fait les possibles par rapport à la demande initiale. En fait, certaines familles disent j'ai besoin, par exemple, on a pu avoir l'exemple ensemble, hein, j'ai besoin d'une poussette adaptée. Et en fait, de cette poussette adaptée, qui a été la porte d'entrée de notre rencontre, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres besoins et que cette petite fille, en fait, il y avait des choses où la famille n'avait pas pensé. Les droits n'étaient pas ouverts et n'étaient pas en lien avec ce en quoi elle avait le droit pour permettre justement des accès à la société de manière plus facile. Donc, on aide aux démarches administratives, on vient soutenir l'environnement. On rassure, voilà, et on développe les connaissances et les compétences des intervenants. Donc, on peut venir à l'école, on peut venir à la crèche sensibiliser, au polyhandicap, donc soit de manière générale. Si c'est une demande de la part, par exemple, d'une crèche, c'est ce que, du coup, est prévu prochainement sur Cagnes-sur-Mer. C'est ce qu'on a pu faire sur Antibes, sur des crèches d'Antibes. Donc, c'est de venir sensibiliser au polyhandicap de manière globale. Voilà, d'échanger sur les spécificités, voire mettre en situation, voire donner des outils ou autres. Et on peut venir, quand il y a des enfants en particulier qui sont accompagnés et dont on suit les familles, on peut venir faire des observations à la crèche, venir donner des petites pistes pour améliorer le quotidien ou amener du coup un autre point de vue qui permet souvent, en fait, ce qui est la conclusion de notre accompagnement
accompagnement, que ça soit du côté professionnel, c'est que en fait, vous faites souvent bien les choses et vous avez surtout besoin qu'on vienne rassurer sur le fait que vous faites bien les choses. Et en fait, souvent, dans l'accompagnement de la petite enfance, il y a beaucoup de choses qui sont faites vraiment, on vous dit chapeau parce qu'en fait, vous avez plein d'idées et c'est vraiment, nous, on vient juste renforcer, vous donner des petites pistes complémentaires ou travailler sur l'ergonomie des espaces ou autres qui peuvent être Oui. intéressantes et compléter vos accompagnements. Céline, il y a Céline qui demande justement quelle est votre zone géographique d'action. Alors, sur tout le, je crois que c'est celle d'après, la diapo. Sur tous les départements des Alpes-Maritimes, donc voilà, on fait tout le département, donc c'est tout âge, hein. Donc, donc tout âge. Il n'y a pas besoin de notification MDA pour les familles. Donc, il suffit simplement qu'ils appellent le secrétariat ou qu'ils nous envoient un mail pour se mettre en lien avec eux. Voilà. Et pareil pour les professionnels, hein, vous pouvez appeler directement le secrétariat. Et à ce moment-là, on se met en lien, on rappelle et puis on essaye d'évaluer votre demande. Et puis après, les choses se mettent en route. Donc, dans les lieux de vie, domicile, crèche, école, les ESMS aussi, hein, voilà. Auprès des professionnels, donc on fait des sensibilisations avec voilà, accord de la famille, soutien technique, participation aux équipes de suivi de scolarité, lien avec les différents partenaires. Auprès des familles, évaluation des besoins, soutien, lien avec les différents intervenants, institutions, demande et financement de bilans spécifiques paramédicaux. On essaye de faire aussi monter en compétence, on va dire, l'environnement de manière globale. Par exemple, avec les MSD sur les dossiers MDA qui, des fois, peuvent être un peu compliqués et qui ont des subtilités en lien avec le polyhandicap, hein, puisqu'on a pu aller sensibiliser quand même la MDA aussi hein, aux problématiques spécifiques polyhandicap. Et donc, du coup, ça permet aussi d'avoir des subtilités sur le montage des dossiers. Donc, on est là aussi pour ce genre de choses. Voilà, tout ce qui est les besoins de l'enfant de manière globale. Donc actuellement, on a 45 bénéficiaires qui sont accompagnés et depuis l'existence de ce dispositif, il y a plus de 100 personnes accompagnées depuis l'ouverture du service. Donc voilà, ça peut être un accompagnement. Alors, c'est-à-dire que nous, on n'a pas vocation à faire de la prestation directe, c'est-à-dire de la rééducation, des accompagnements éducatifs ou autres. On est plus là en soutien ou mettre en lien avec des personnels qui vont pouvoir faire ça, hein, les rééducations. On peut aussi financer des bilans rééducatifs type ergo, type psychomotricité ou autre, pour permettre d'avoir justement des demandes de financement et compléter les demandes de financement. Voilà. On peut venir montrer des gestes, on peut venir travailler sur l'ergonomie, on peut travailler sur des outils. Et on peut être là donc pour les familles ponctuellement, c'est-à-dire sur une demande particulière, comme on peut être là un peu plus soutenu à une période, et puis on va dire être en retrait s'il y a moins de besoins. Puis la famille nous réinterpelle et puis on peut réintervenir. On peut être là en fait, on va dire tant que le service existe, tout au long des différentes étapes de la vie de la personne. Donc, on en a que l'on suit depuis 2019, sur lequel, pendant une année, on a intervenu beaucoup. Pendant un an, il y a eu moins besoin de nous parce que les choses étaient en route. Voilà. Puis, il y a eu la transition crèche-école. Donc là, il y a eu besoin de nous pour essayer de faire cette passation-là et d'avoir un petit peu ce fil conducteur, de venir faire des observations, aider aussi l'enseignante à pouvoir mettre en place des adaptations. Et puis après, il n'y a plus besoin de nous. Voilà, et on nous réinterpelle. C'est vraiment un service à la disposition des familles et des professionnels. Voilà. Ok.
Céline et Dana, juste pour information, il est 11h20, sachant que j'envoie le petit sondage à 11h25 si ça vous va. Voilà, c'était juste pour vous dire là où on en était au niveau de l'heure. Eh bien, nous avons du coup proposé des situations. Alors, on a différents partenaires, donc voilà, vous avez compris un petit peu voilà, tous les partenaires avec qui on travaille, hein, que ce soit les professionnels libéraux, la MDA, l'éducation nationale, mairie, crèche, services hospitaliers, services de soins à domicile aussi, MSD, voilà, et les dispositifs d'appui à la coordination. Et du coup, on voulait vous présenter une petite action concrète, on va dire, à partir d'une petite situation. Comme ça permettait d'illustrer un petit peu nos propos aussi. Et donc là, c'est l'exemple, par exemple, d'une intervention directe auprès d'une famille. Donc, le petit Loïc, qui a 5 ans, le CAMS va s'arrêter dans 1 an, parce il va avoir 6 ans bientôt. Et les parents souhaitent poursuivre la rééducation. Il est déjà accueilli un petit peu en crèche. Et là, donc, les parents, ils souhaitent aussi, à la fin de la crèche, ils souhaitent la scolarisation au milieu ordinaire. Et donc, ils ont des questionnements autour des établissements spécialisés. Ils ne savent pas trop vers quel établissement spécialisé, parce qu'il y a plein de cycles différents, IME, IEM, EAP, qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc voilà, et donc ils font appel à nous, alors soit par le biais des médecins ou des rééducateurs qui nous connaissent ou n'importe quel autre professionnel. Et donc là, en général, on vient évaluer les besoins en binôme. Donc notre chef de service, Céline, avec une des 2 coordinatrices. Et en équipe, après, on parle en fait de la situation et on propose un projet d'intervention à la famille. Et donc voilà, et à ce moment-là, pour cette situation-là, du coup, on va travailler autour du dossier MDA, anciennement MDPH. L'importance de développer un bon projet de vie, parce que dans le dossier MDA, le projet de vie, dans la place pour le projet de vie, ça fait quelques lignes à peine. Mais c'est important en fait qu'ils développent ça sur une feuille à part et qu'ils développent vraiment les besoins de leur enfant au quotidien pour que l'équipe d'évaluateurs de la MDA propose des aides à la hauteur des besoins. Voilà, on les aide à sélectionner les bonnes demandes d'évaluation dans ce dossier-là, demander les financements qui seraient nécessaires, que ce soit pour du matériel ou de la rééducation ou des orientations aussi vers les établissements spécialisés. On les aide à trouver les bonnes orientations pour ne pas perdre du temps, parce que ça arrive qu'il y ait des familles qui ont une orientation, par exemple, en IME, Institut médico-éducatif. Et en fait, c'est pas adapté pour l'enfant. Et en fait, il le découvre plusieurs années après. Donc, c'est une perte de temps parce que du coup, c'est une liste d'attente. Voilà, il perd du temps sur la liste d'attente, en fait. Donc, c'est dommage. On soutient aussi la demande d'AESH individuel. On appuie vraiment ça parce qu'on est en lien avec la MDA et l'éducation nationale. Parce que c'est indispensable pour ces enfants-là qu'il y ait cet accompagnement individuel-là. Sinon, la scolarisation ne peut pas se faire. On fait le lien avec, par exemple, le transport pour se rendre à l'école. Donc, on accompagne pour la demande d'aide par le département. Donc, voilà, je disais, on se met en lien avec l'éducation nationale pour préparer la prochaine rentrée scolaire. Voilà, avec le directeur, avec l'enseignant référent handicap. Voilà, on travaille la passation avec la crèche. Voilà, des fois, il y a des maintiens en crèche qui sont conseillés. Et puis voilà, on fait le lien avec les établissements spécialisés, lequel serait le plus adapté. On se met en contact parce qu'il y a des démarches à faire une fois qu'ils ont la notification. C'est pas fini, il faut contacter les établissements, il faut les rencontrer. Voilà. Et donc un autre exemple, cette fois, c'est la porte d'entrée avec les professionnels. Donc par exemple, on peut avoir une école qui nous appelle parce qu'elle accueille un enfant en situation de handicap et elle souhaite un soutien de notre équipe. Et donc là, si le parent n'a pas donné spécifiquement son accord ou que la crèche n'a pas demandé à la famille,
si elle est d'accord pour que notre équipe intervienne. On va sensibiliser sur le polyhandicap en général et comment voilà, on peut accompagner les personnes polyhandicapées en crèche ou en école. Et si du coup il y a un accord de la famille, alors là ce qu'on demande en fait aux professionnels, c'est on leur donne le numéro de téléphone de notre secrétariat et on demande à ce que la famille nous appelle. Parce qu'on a eu l'expérience de fois où c'est nous qui avons appelé la famille et en fait il n'y a pas eu d'accroche, ils ne voient pas le sens de notre intervention et donc voilà, ils ne viennent pas au rendez-vous, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc on demande à ce que ce soit la famille qui nous appelle. Et à ce moment-là, s'il y a eu accord de la famille, on peut, quand on fait la sensibilisation générale, parler spécifiquement sur le jeune accompagné, parce que du coup, il y a eu l'accord. Et on peut même intervenir directement en crèche, soit par de l'observation d'abord, parce que nous aussi, on a besoin d'observer l'enfant. Et puis, du coup, apporter des petites pistes voilà, sur les problématiques que les équipes peuvent rencontrer. On peut, du coup, après ce que je disais, là, on peut se mettre en lien avec l'école s'il y a besoin pour les réunions de suivi de scolarisation, etc. Et puis aussi, du coup, si la famille le souhaite, on peut les rencontrer et évaluer leurs besoins à eux en dehors de cette inclusion scolaire. Voilà. Donc, des fois, c'est la porte d'entrée, elle vient de l'école et après, ça débouche sur d'autres choses. On vous a mis des ressources et voilà. Alors, Votre attention. merci Céline et Dana. On a Nadia qui nous dit, nous avons déjà collaboré avec l'unité mobile pour des familles et ce travail a été très apprécié par les équipes. C'était un réel soutien. En revanche, nous avons été limités sur une situation où la famille était en difficulté, déprimée plus, et ne faisait plus appel à l'aide. Du coup, plus possible d'intervenir pour l'unité mobile sans demande de la famille. Et puis, Marjorie qui nous demande vos coordonnées, donc qui sont là. Alors, juste, on va se terminer ces quelques petites minutes ensemble. J'envoie le petit sondage comme à l'habitude. Oui, peut-être on peut conclure sur ce qui mériterait un flash pratique à part entière, mais l'accompagnement des familles. Avec cette représentation, Céline, hein, que je te disais, en tous les cas, me concernant, puisque je n'ai jamais travaillé avec le polyhandicap, j'avais cette représentation selon laquelle le timing des parents était du coup forcément rapide au regard des difficultés depuis la naissance et que du coup, ça entraînait le fait que les parents étaient face au fait là concret et tu m'as dit bah non comme pour tout un chacun il y a des parents effectivement pour lesquels il faut du temps avant d'accepter et de prendre la mesure justement des difficultés et des potentialités. Donc l'accompagnement des familles est à faire comme dans n'importe quelle famille là pour le coup. Exactement, ils sont vraiment chacun a son propre rythme voilà, dans son chemin avec le handicap et qui peut paraître des fois évident de la part du professionnel qu'il y a une difficulté, n'est pas forcément de la part des familles. Voilà, alors on peut parler de déni, alors pas forcément non plus, hein. Il y en a qui, c'est pas forcément un déni, hein, c'est des fois ils ont du mal à accepter aussi ça, et puis ils souhaitent que leur enfant soit accompagné dans le milieu ordinaire le plus longtemps possible. Voilà. Et c'est vraiment chaque famille, on va dire chaque famille, chaque accompagnement est différent. Le tout, et c'est de trouver le juste milieu parce que ce regard positif qu'on porte sur l'enfant, c'est important aussi. Cette capacité d'apprentissage et de progression, elle est importante. Après, oui, parfois, il y a besoin
de prendre conscience des difficultés aussi pour pas mettre en échec l'enfant, pour pas, voilà, pour faciliter le quotidien. C'est un équilibre à trouver et pour pas brusquer, effectivement, tout ça, c'est les mots qu'on emploie parfois sont importants et comme je disais tout à l'heure quand on parlait de la temporalité, le temps d'accueil de l'enfant, bah, des fois ça renvoie des choses aux parents. Nous, on parle en tant que professionnel, on se dit ah, bah, c'est mieux pour l'enfant qu'il soit accueilli que 2 jours, etc., ou quelques heures. Mais ça impacte des choses pour les parents. En fait, ils comprennent autre chose à ce moment-là et c'est important de verbaliser ça aussi, euh, euh, voilà, pour les rassurer sur les observations. Oui. Ce qui est vrai pour tous les accompagnements se vérifie là encore une fois de plus, hein. C'est Dana, tu disais en début de flash pratique, et j'aime bien la formule du temps à soi-même et du temps à l'enfant. Donc la question du temps, de prendre le temps de la rencontre, de l'observation, mais c'est ce dont tout accompagnement a besoin, quel que soit l'âge de la personne accompagnée et quel que soit le contexte. Sauf que là, on ne peut plus faire cette impasse-là. Hein, on ne peut plus, en raison de conditions d'accueil ou de paramètres là qui font que, bon, allez, hop, tout le monde dans le même sens. Là, effectivement, il y a besoin d'une attention particulière. C'est en ça que le milieu ordinaire peut rentrer en scène. C'est que pour le coup, l'accompagnement de l'enfant en général, c'est ça que les structures ordinaires savent faire, avec justement toute l'attention à l'individu dans le collectif. Simplement, là, il va falloir, oui, batailler pour des conditions d'accueil meilleures, mais dont tous les enfants vont pouvoir bénéficier et, et réajuster peut-être si nécessaire la question du prendre le temps et approcher avec toutes les précautions requises auprès des individus. Mais je crois que c'est déjà un besoin qui est là pour le tout venant, pour tous les enfants. Voilà, on fait la société de demain avec les enfants d'aujourd'hui. Oui, oui. Plus ils seront à même d'être ensemble, Mm. de vivre ensemble et d'apprendre à se connaître, voilà, que bah, du coup, la dynamique inclusive va prendre petit à petit et on n'aura plus besoin de dire dynamique inclusive ni inclusion. On Complètement. sera juste ensemble. Exactement, exactement. Et là, on se rend compte, hein, comme effectivement, par le biais du handicap ou des besoins spécifiques, comment on revisite quand même nos pratiques éducatives et où finalement, euh, euh, ce qu'on ce qu'on revisite bénéficie à tous les enfants. Hein. Là, j'ai pris plein de notes là, sur la question de la sensorialité, donc ça tombe bien parce qu'il y a encore un flash pratique à venir sur ce thème-là, mais sur tous ces objets qui, ok, spécifiquement pour certains enfants, mais je crois que pour l'ensemble des enfants, ces objets-là peuvent être proposés parce que ça peut participer de les aider à bien se développer. Je trouve ça passionnant de ce qu'on est en train de découvrir là, qui va être ouais, un apport vraiment pour tous les enfants. Vraiment, vraiment. Il y a les collègues qui nous quittent petit à petit, qui vous remercient, Céline et Dana, et je renouvelle. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci à Euh, vous pour l'invitation, hein. Voilà, c'est un plaisir oui, d'être avec vous ce matin. ouais, c'est super. C'est super. Et puis voilà, moi je suis ravie qu'on puisse participer enfin à ce que ces enfants, enfin on en parle, enfin on commence à les voir et enfin on va vivre avec eux, parmi eux. Voilà. Donc merci, mille merci à toutes les deux pour la clarté de votre propos, pour votre diapo, pour votre précision. Merci beaucoup. Je vous dis là à haute voix ce que tous les collègues là sont en train de noter sur le chat. Hein. Je ne sais pas si vous l'apercevez, mais vous avez voilà, tous les collègues vraiment qui vous remercient. Alors, je peux mettre fin hop, au sondage. Au niveau du timing, on est pas mal, hein, 34, on peut se féliciter.
Bravo, bravo. Merci bien. À très bientôt, Céline et Dana. Merci à vous. Et Bonne moi, journée. comme d'habitude, je me déconnecte. J'attends quelques minutes avant que, une fois que les collègues sont partis, je mets fin au webinaire. Voilà, vous avez moult merci des collègues là qui sont en train de s'exprimer dans le chat. Ben, merci, ça nous fait plaisir aussi. Ça nous anime bien notre lundi. Ouais. Super, On va passer une bonne semaine. Voilà. super. Merci à vous et à très, très, très bientôt. À très, très bientôt, Dana. Clin d'œil. On a validé, on a validé. J'ai prévu hein, un petit contact là très rapidement. Je vais revenir vers vous dans les heures qui suivent. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Elle est partante. À Génial, bientôt. merci. À bientôt, bonne journée, belle semaine à vous. Merci. Voilà, les collègues se déconnectent petit à petit. Ciao, ciao Christine, ciao Tiffaine, ciao Marie, Lolita. Super. Eh oui, une fois de plus, un beau travail d'équipe avec nos invités, avec vous et avec le PRH. Donc voilà, on est bien en lien et c'est ce lien-là qui permet vraiment de faire avancer les choses. Je mets fin à ce webinaire et je vous donne rendez-vous au mois de décembre pour le dernier flash pratique du semestre. On sera sur les troubles sensoriels et sur les profils sensoriels. Merci à vous, belle journée, belle semaine, à très bientôt.